quelle est la situation la plus flippante pour vous? Si on vous dit urbex qui tourne très mal, ou alors nettoyage de printemps d'une caravane qui tourne aussi très mal, ou encore magasin de jouets qui tourne, vous l'aurez deviné, également très mal, vous choisissez quoi? Eh bien, vous avez fait votre choix, mais est-ce le bon? Parce qu'on vous prévient, l'un de ces 3 threads fait partie des plus tendus qu'on ait eu à raconter. Avant de découvrir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez notre travail, nous ça nous aide énormément et ça met en avant notre contenu. Pareil pour le petit like, c'est hyper important, on compte sur vous la commu. Maintenant que tout ça est fait, plongeons la tête la première dans ce premier récit flippant. Ok, installez-vous bien parce qu'on va vous raconter l'histoire de Mathieu, un gars qui a vécu une aventure complètement dingue l'année dernière en août 2023. Vous n'allez pas en croire vos oreilles parce que c'est assez fou, vous verrez. Alors, imaginez, Mathieu passe ses vacances chez ses grands-parents dans un petit village tranquille qu'il ne nous précise pas. Un après-midi, lui et ses potes qu'on va appeler Thomas, Julien et Lucas décident de partir à l'aventure parce que ça tombe bien, ils passaient dans le coin. Ils ont cette idée folle d'explorer un bâtiment abandonné, à moitié construit et laissé à l'abandon depuis des années. En soi, c'est normal, il faut comprendre qu'ils cherchaient juste un peu d'excitation. Et avant de partir vers leur nouvelle aventure, Thomas fait un move peu conventionnel et sort une réplique d'airsoft, donc un pistolet à billes. Mathieu, intrigué, lui demande pourquoi il prend ça. C'était la première fois qu'il faisait une exploration du genre et ça lui était jamais venu à l'esprit de prendre une arme. Mais Thomas, tout sérieux, va lui répondre « on sait jamais ce qui peut se passer !» Julien et Lucas, évidemment, éclatent de rire et se moquent de lui. « Non mais arrête tes conneries, on va pas tomber sur un psychopathe ou un truc du genre, hein. C'est pas un film d'horreur là, c'est la vraie vie !» Bref, tout le monde est un peu convaincu que c'est du grand n'importe quoi, mais ils y vont. Leur scooter enfourché, ils roulent jusqu'au bâtiment abandonné et tout est bien dans l'ambiance. Le soleil commence à se coucher, ajoutant une touche d'ambiance un peu flippante mais excitante. C'est un peu l'ivresse de la jeunesse qui s'empare d'eux, ils se sentent invulnérables. Arrivés sur place, leur premier réflexe, c'est de rapidement faire le tour de l'extérieur. Rien de spécial, juste des murs délabrés et des fenêtres cassées, la routine pour un urbex. Et donc naturellement, ils décident d'entrer. Et à l'intérieur, l'atmosphère est encore plus étrange. C'est silencieux, poussiéreux et chaque pas résonne comme dans une vieille maison hantée. Le groupe de potes avance prudemment et tout semble normal jusqu'à ce qu'ils atteignent le sous-sol. Là, il faut savoir que tout le monde commence à ressentir un malaise, comme si quelque chose clochait vraiment. Et cette fois, c'est vraiment l'intégralité de la bande de potes qui est sur ses gardes. Et à un moment, alors que tout le monde s'imagine entendre des bruits venant de nulle part, Julien et Lucas craquent et complètement paniqués, prennent leurs jambes à leur cou jusqu'à la sortie. Mathieu, que rien ne semble pouvoir arrêter, leur crie après qu'ils sont des poules mouillées et blague sur le fait que le monstre est tout près d'eux. Et à ce moment-là, il trouve ça plutôt drôle et n'a absolument aucune arrière-pensée. Tout ce qu'il veut, c'est explorer les secrets que renferme cette bâtisse. Mais parfois, et vous le savez très bien, il vaut mieux ne pas savoir. Bref, avec seulement Thomas, il continue d'avancer. Mais soudain, quelques mètres plus loin, il voit des taches brunes sur un tuyau. Thomas se demande si c'est peut-être de la peinture, mais en s'approchant, il réalise que c'est du sang séché qui a donc bruni. Ici, précisément, Mathieu sent son cœur s'arrêter pendant une seconde. Et ce n'est pas fini malheureusement, parce qu'il commence également à entendre des bruits de pas. Et en fait, ils se rendent compte que quelqu'un court littéralement vers eux. Directement, c'est la panique totale. Mathieu se met à courir vers la sortie comme si sa vie en dépendait. Tout se passe très rapidement. Thomas, lui, sort son pistolet airsoft et commence à tirer un peu au pif, également en proie à la panique. Mais à leur grande surprise, ils entendent un bruit sourd dans la pénombre, comme si quelqu'un était tombé sur le sol. Atteignant enfin la sortie, Mathieu se retourne et voit Thomas, blanc comme un linge, qui dit « Il est tombé !» Ils comprennent que c'est leur poursuivant qui est par terre et qu'ils l'ont probablement touché. Bon, petit aparté, mais il faut savoir que ce genre de réplique de pistolet à billes peut être vraiment très dangereux, surtout si ça atteint les endroits sensibles, donc faut faire super attention. Et sans perdre plus de temps, ils sprintent une dernière fois, sautent sur leur scooter et filent chez Thomas sans demander leur reste. Arrivés là-bas, ils se sentent enfin en sécurité, mais Thomas est toujours sous le choc. Il raconte à tous ses potes qu'il a vu une personne avec des gants ensanglantés leur courir après et qu'il est sûr de ne pas avoir halluciné. Mathieu réalise qu'il a été un peu con de se moquer de Julien et de Lucas plus tôt, et ces derniers lui ont bien fait comprendre qu'ils avaient finalement raison. Et après ça, c'est un an qui s'écoule, et donc on est au moment où l'histoire nous est racontée et ils n'ont toujours aucune nouvelle de cet individu.
Le mystère reste entier et Mathieu doit avouer que cette nuit-là le hante encore. On est d'accord avec vous, c'est plutôt énigmatique qu'il ne se soit pas posé la question de son état de santé. En soi, le fait qu'il soit tombé raide, c'est quand même un peu louche et on se demande s'il n'a pas été blessé gravement ou pire. On ne le saura malheureusement jamais, mais dites-nous en commentaire si vous pensez que cette personne leur voulait vraiment du mal. En tout cas, cette aventure leur a montré que par moments, la réalité dépasse vraiment la fiction et qu'il vaut parfois mieux vivre notre bonne vieille vie qu'un cauchemar éveillé. Ok, installez-vous bien parce que là, on va vous raconter une histoire complètement dingue qui est arrivée à Arthur. Franchement, vous allez pas en croire vos oreilles, c'est assez fou, on vous prévient. On est un certain dimanche comme les autres. Arthur, qui aujourd'hui a 30 ans, nous partage le récit de ce qu'il a le plus traumatisé de toute sa vie. Son seul but, c'est juste de pouvoir enfin la coucher sur papier et peut-être recueillir vos avis. Et tout se passe alors qu'il est âgé de 22 ans. Son pote, qu'on va appeler André, a récemment perdu sa grand-mère, c'est malheureux et c'est une épreuve assez difficile pour lui. Elle habitait dans une caravane, un style de vie pas si atypique que ça aux États-Unis au final. Et c'est son père qui lui a demandé de nettoyer la caravane en question et de ranger toutes ses affaires qui s'y trouvaient. En soi, ils avaient déjà un peu commencé après le décès, mais bon, ils ont abandonné pour diverses raisons. Mais là, des mois après, le père d'André veut enfin que son fils termine. Et André, il sait très bien qu'il ne peut pas le faire tout seul, alors il demande justement à Arthur et à leur pote Jean de l'aider. Et d'ailleurs, Lily, la sœur d'André, âgée de 20 ans, s'invite elle-même, ce qui agace un petit peu Arthur parce qu'elle est toujours sur son dos et qu'ils ne s'entendent vraiment pas bien. Bref, la propriété de la grand-mère s'étend sur 40 hectares, donc c'est absolument immense, mais ils ne doivent s'occuper que de la caravane et des écuries, situées à environ 45 minutes de chez eux. Ce lieu rappelle de bons souvenirs à Arthur, des séances de tir à la carabine sur des canettes de bière et des feux de camp près du canal. Bon, chacun ses souvenirs, hein. Mais cette nostalgie ne va malheureusement pas durer longtemps. Après avoir passé une heure à s'amuser dehors, ils entrent enfin dans la caravane pour se mettre au boulot. Et là, c'est la surprise. L'endroit est dans un état déplorable, carrément pas naturel même. Les sols sont dépouillés, certains placards détruits et les meubles sont extrêmement usés et délabrés. Lily, toujours partante pour le taquiner, fait une petite remarque à Arthur, ce qui déclenche une mini dispute. Ils ont vraiment toujours eu des relations tendues, où chaque action de l'autre les irritait. Je suis sûr que vous connaissez aussi des gens comme ça autour de vous. Mais l'histoire prend soudainement et sans crier égard un tournant beaucoup plus sombre. André, pendant la petite dispute, s'était aventuré dans une des pièces du fond, alors que les autres étaient dans la cuisine. Et soudain, il revient en reculant, les mains en l'air. Arthur voit ça et ne comprend pas du tout sur le coup. Il trouve ça quand même étrange jusqu'à ce qu'il voit rapidement la raison. Un homme armé d'un revolver avance vers André. L'intrus porte une cagoule et est habillé comme un chasseur. Arthur, qui s'y connaît aujourd'hui en armes, pense que c'était probablement un Colt 45 pour l'anecdote, mais bon, peu importe sur le coup. André, sous le choc et apeuré, demande à l'homme de se calmer, ce qui le rend encore plus furieux. L'homme crie et donne des coups de pied dans les débris. Arthur, quant à lui, se retrouve instinctivement à protéger Lily qui se cache derrière lui. C'est alors que l'intrus demande « Qu'est-ce que vous foutez dans ma maison ?» André essaye d'expliquer le plus calmement possible que c'est la maison de sa grand-mère appartenant désormais à sa famille. Jean confirme également en tentant de se justifier au max, mais l'homme rétorque « Non, c'est ma maison et vous êtes des intrus !» Bon, c'est évident qu'il ment, pas besoin d'être Sherlock Holmes pour le voir. La situation devient alors très tendue. Jean, en tentant d'éviter le canon du revolver, rend l'homme encore plus nerveux. Il pointe successivement l'arme sur Jean, puis sur André, avant de déclarer « Ah, ton ami me rend furieux, fais-le arrêter de bouger !» Arthur essaye au mieux de désamorcer la situation en demandant à l'homme de pointer l'arme vers le sol, pensant qu'exiger qu'il la pose ne serait pas concluant. Bon, ça marche temporairement, mais un geste brusque de l'un d'entre eux déclenche à nouveau la colère de l'homme. C'est là qu'il pète un énorme câble et ordonne à tout le monde de se mettre à genoux. Furieux et montrant qu'il ne bluffe pas du tout, l'homme tire un coup de feu dans le plafond, un bruit qui hante encore Arthur aujourd'hui. En tout cas, ça prouve une chose, qu'il n'hésitera pas à appuyer sur la gâchette. La discussion devient donc inutile à ce stade et tout le monde le comprend. Les choses s'aggravent lorsqu'il fouille les tiroirs et en sort des attaches métalliques, ordonnant à Lily de lier leurs mains derrière leur dos. Il la choisit très probablement parce que c'est la plus petite et qu'elle semble moins menaçante. Arthur propose de le faire à sa place, ce qui lui vaut un coup de revolver dans l'œil. Et l'homme ne s'arrête pas là, il enchaîne avec une gifle qui le fait tomber au sol, c'est vraiment horrible. D'ailleurs, Arthur ressent encore la sensation de cette gifle à ce jour. À ce moment-là, il comprend bien qu'ils ne ressortiront très probablement jamais vivants de cette caravane.
Jean, complètement furieux et se disant que c'est plus possible, se met à crier sur l'homme, ce qui conduit à un échange d'insultes et la tension monte de plus belle. Le gars arme son revolver, menaçant quiconque ne se soumettra pas. À ce moment-là, Arthur et André sont déjà ligotés, mais avant que Lily ne puisse attacher Jean, celui-ci charge l'agresseur. Leur lutte est brève, mais Jean semble prendre le dessus. Mais malheureusement, il est très vite assommé par un coup de poêle ou un objet similaire, vraiment comme dans les films. Alors, petite pause dans le récit les grands oufs, mais on vous rappelle quand même qu'on vous raconte une histoire vraie et que ce n'est pas de la fiction. L'homme ligote enfin Jean, lui donne quelques coups de pied, puis s'occupe de Lily. Heureusement, il ne fait rien de plus que la ligoter et la mettre au sol, parce que dans ce genre de situation, on peut s'attendre au pire. Il leur confisque ensuite leur portefeuille et téléphone, détruit les batteries, et emporte leur argent et leurs pièces d'identité. Franchement, c'est une des situations les plus tendues qu'on ait eu à raconter dans une histoire. Pendant les heures suivantes, oui des heures, il reste couché sur le ventre en silence. Lily se tourne sur le côté, mal à l'aise sur sa poitrine. L'intrus, lui, commence à montrer des signes de délire. Il crie le nom Peter par la porte coulissante ouverte de la caravane. Arthur flippe un peu parce qu'il pense qu'un complice va les rejoindre, mais il se rend très vite compte plus tard qu'il s'agit probablement d'une hallucination ou d'un truc du genre. Le mec devient de plus en plus chelou, s'allongeant sur le canapé sans coussin, regardant une télévision débranchée et tentant même de composer le 911 sur le micro-ondes pour obtenir de l'aide car il est censé être blessé au cou, ça n'a aucun sens. La maison étant sans électricité, ça aggrave son état de désorientation, il a l'air totalement shooté. À la tombée de la nuit, il retourne vers le micro-ondes et tente de rappeler Peter, prétendant avoir installé des fils piégés autour de la propriété et demandant à être récupéré sans les déclencher. Il est dans un état de délire total et en fait ça le rend giga imprévisible. Finalement, après un moment de silence sur le canapé, il pose une question très étrange à Arthur et ses amis. Il leur demande comme si c'était normal s'il resterait là pendant qu'il va chercher de l'aide. Arthur, désespéré et jouant le meilleur rôle de sa vie, lui répond « Oui, bien sûr !» L'homme les remercie et part enfin. Quelques minutes après son départ, tout le monde lâche un éclat de joie et de larmes. Lily réussit à se libérer de ses liens et délie les autres. Arthur se rend dans une des pièces du fond pour vérifier par la fenêtre s'ils peuvent s'enfuir. Ne voyant personne, il se prépare à courir vers la voiture lorsqu'ils aperçoivent deux silhouettes s'approcher. En panique, il réalise avec un énorme soulagement qu'il s'agit du père et de l'oncle d'André et Lily, venus les chercher car ils s'inquiétaient de ne pas les voir rentrer. Arthur n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer si l'intrus était encore là, mais heureusement ce n'est pas le cas. Il est maintenant environ 21h. La police est enfin appelée et alertée. Mais le truc, c'est que la propriété de leur grand-mère se trouve à la frontière entre deux juridictions et chaque bureau du shérif renvoie la balle à l'autre. Bon, c'est vraiment un sacré vieux problème et ils sont abasourdis. Finalement, ils appellent le 911 et les deux départements finissent par envoyer des agents. Mais les policiers qui arrivent semblent plus inutiles les uns que les autres. Le premier arrive seul et les harcèle pour voir leurs pièces d'identité. Lorsqu'ils expliquent qu'elles ont été volées, il répond de leur montrer quelque chose pour s'identifier. Vraiment, le gars n'a aucun sens des priorités. L'agent finit par demander ce qui s'est passé et prend une déclaration, mais rien de plus. Lily précise que l'homme n'est parti que peu avant leur arrivée, mais l'agent répond qu'il ne peut rien y faire et demande ironiquement s'il veut qu'il parte à sa recherche. Et oui d'ailleurs, au fond c'est exactement ce qu'ils veulent qu'il fasse. L'autre département arrive et ils doivent raconter leur histoire une fois de plus. Les deux agents rigolent et expliquent au premier que la caravane est une maison de fête, bien connue, insinuant qu'ils étaient là pour se droguer. Le père d'André et Lily, n'en pouvant plus et comprenant que ça ne servirait à rien, leur dit de partir. Tout le monde se met alors à examiner l'intérieur. La famille d'André est furieuse de l'état de la maison. Des indices suggèrent que de la méthamphétamine y était fabriquée, donc les policiers n'avaient pas tort sur ce point. La maison semblait être un repère de drogués, idéalement situé dans une zone rurale sans voisins proches. Et après de nombreuses plaintes déposées auprès des deux départements, une brève enquête est menée, mais sans identification positive de l'agresseur, peu de choses peuvent être faites. La carte d'identité de Jean est retrouvée dans un bar de la ville voisine, utilisée pour acheter des boissons, mais l'homme n'est toujours pas identifié. Dans la tête de la bande, les théories vont bon train. Certains pensent que l'homme était un fabricant de meth, squattant la maison et ayant trouvé refuge dans la caravane. D'autres supposent qu'il était un fêtard drogué, surpris par leur arrivée. Mais la théorie la plus populaire est celle à laquelle Arthur adhère, et que l'homme avait l'intention de cambrioler les personnes fabriquant et vendant de la drogue, ce qui expliquerait l'arme et la cagoule. Bref, en soi ce n'est pas si important et on n'en saura jamais rien. Tout le monde finit par être mis au courant dans leur petite ville. D'ailleurs, Lily s'est coupé le poignet en se libérant et a dû aller aux urgences, mais heureusement elle va bien. Jean, traité pour une commotion cérébrale, a dû subir des soins dentaires, mais il s'en est remis. Et 8 ans plus tard, Arthur dit qu'il est choqué, mais qu'il ne souffre pas de syndrome de stress post-traumatique, ou en tout cas il refuse de l'admettre. Il a quand même acheté une arme après cet incident et a suivi de nombreux entraînements au stand de tir. On vous rappelle qu'on est quand même aux États-Unis. Aujourd'hui, il possède une licence dans plusieurs États où il voyage pour le travail.
Sa femme, Lily, a également appris à se défendre, parce que oui, ils sont désormais mariés et c'est un détail très amusant en vrai. Et globalement, tout le monde va plutôt bien. Tout ce qu'ils souhaitent dans leur nouvelle vie paisible, c'est de ne plus jamais recroiser le chemin de cet individu très dangereux. La commu, est-ce que vous aimez les magasins de jouets? C'est sûr qu'on a tous déjà rêvé d'y passer des heures étant enfant, à nous imaginer avec toutes ces merveilles dans notre chambre. Mais vous allez voir que l'histoire de Sophie va vous donner un tout autre aspect de ces lieux prétendument magiques. Et justement, un jour, un homme entre dans le magasin de jouets où Sophie travaille, tout sourire. Il se dirige directement vers sa caisse. Son sourire, par ailleurs, elle s'en souviendra toujours. Au début, il a l'air d'un client lambda, un visage parmi tant d'autres, parmi la foule de parents et de grands-parents cherchant le jouet parfait. Il a une barbe bien taillée et porte un manteau vif qui contraste avec le gris de l'hiver dehors. Ses yeux brillent d'un mélange étrange d'excitation et d'autres choses que Sophie n'arrive pas vraiment à identifier. Et pour être franche, au début elle ne pense pas trop à lui et elle continue ses activités et son boulot. Mais très vite, l'inconnu l'aborde. « Bonjour, je cherche quelque chose de spécial pour ma nièce. Elle va avoir 5 ans la semaine prochaine. » Et en entendant ces mots, Sophie se sent un peu rassurée. Finalement, il a l'air un peu comme les autres. Elle lui sourit donc et lui propose de l'aider à trouver le cadeau parfait. Ensemble, ils se baladent dans les rayons et l'homme pose plein de questions sur les jouets, le magasin et même sur Sophie. Il est clairement curieux, peut-être même un peu trop. Mais en soi, il faut bien comprendre que Sophie est habituée aux clients bavards. Du coup, elle ne fait pas trop attention et met ça sur le compte de la conversation. Et ce n'est qu'après son départ, avec une maison de poupées joliment emballée, qu'elle réalise combien de questions personnelles il lui a posées. Elle lui a révélé où elle habite, si elle a des frères et sœurs, même quel était son jouet préféré quand elle était gamine. À ce moment-là, elle se rend un peu compte que ce n'est pas trop normal, mais bon, au moins c'est terminé. Enfin, c'est ce qu'elle pensait, parce qu'une semaine passe, et le revoilà, cette fois avec une histoire sur combien sa nièce a adoré la maison de poupées. Il semble sincèrement ravi et apporte même une note de remerciement, soi-disant écrite par la petite. Sophie le remercie et pense que c'est fini. Mais non, le client commence à revenir plus souvent et régulièrement, toujours avec un sourire, toujours avec une raison de discuter avec elle. Parfois, il achète quelque chose de petit, genre un puzzle, une peluche, un livre, et d'autres fois, il traîne juste, regardant les jouets et Sophie du coin de l'œil. Et c'est là que cette dernière commence à se sentir mal à l'aise. Cet homme énigmatique reste dans le magasin bien après que les autres clients soient partis, ses yeux la suivant tandis qu'elle réapprovisionne les étagères ou aide d'autres personnes. Maintenant, ce n'est plus du tout la même histoire. Elle commence sérieusement à avoir peur. Son sourire, avant sympa, devient carrément flippant, comme un masque qui cache quelque chose de sombre. Et un fameux soir, en fermant le magasin, Sophie le voit dehors, debout de l'autre côté de la rue. Il ne regarde pas le magasin, il la regarde elle, droit dans les yeux. Son cœur bat à tout rompre, tandis qu'elle verrouille rapidement les portes et se précipite vers sa voiture. Il n'y a plus aucun doute, cet homme a une obsession envers elle et Sophie ne connaît rien de lui. Ce soir-là, il ne la suit pas, mais le lendemain, il est de retour, faisant comme si de rien n'était. Et le truc, c'est que ce n'est plus seulement au magasin. Sophie commence à le voir ailleurs, à l'épicerie, au café qu'elle fréquente, et même rôdant près de chez elle. Il ne l'approche jamais en dehors du travail, mais il est là, toujours présent, comme une ombre la suivant fidèlement. Et un jour, à bout, elle confie ses préoccupations à son manager, mais sans preuve concrète, il ne peut rien faire. On commence un peu à le surveiller, mais il reste prudent, sans jamais dépasser la ligne. Puis, un jour, vient la nuit qui change tout. Sophie, dans ses pensées, est en train de fermer le magasin seule, comme souvent d'ailleurs, quand elle entend un bruit à l'arrière. C'est un son de froissement doux, comme si quelqu'un essayait de se déplacer discrètement. Avec tout ce qui s'est passé, son cœur s'emballe. Elle attrape son téléphone et une petite lampe de poche qu'on garde près de la caisse pour les urgences. Lentement, elle se dirige vers l'arrière, la lampe de poche tremblant dans sa main. Bonsoir, y a quelqu'un ? Pas de réponse, juste plus de froissement. Sophie prend une grande inspiration et tourne le coin, dirigeant la lumière dans l'obscurité. Et au début, elle ne voit rien. Mais ensuite, l'homme sort soudainement de l'ombre, son sourire disparu, remplacé par un regard froid et calculateur. « Tu n'aurais pas dû revenir ici. » Sophie recule, complètement sous le choc, laissant tomber son téléphone. L'homme avance vers elle et elle brandit la lampe de poche, désespérée de le tenir à distance. Elle lui demande ce qu'il veut tout en faisant son maximum pour cacher son tremblement dans sa voix, et l'homme ne répond pas.
et continue d'avancer dans sa direction. La panique monte et alors qu'il est vraiment proche, elle se précipite vers la portière de sa voiture, tâtonnant avec la serrure alors qu'il tend la main vers elle. D'une manière ou d'une autre, elle arrive à ouvrir et se précipite dans la voiture in extremis et démarre brusquement. Sophie roule le plus vite possible, en état de choc, s'arrêtant que lorsqu'elle a atteint la sécurité d'un café voisin où elle appelle la police. Mais bien évidemment, lorsque les agents arrivent au magasin, il est parti. Ils retrouvent le téléphone et la lampe de poche de Sophie, mais aucune trace de l'homme. La police prend finalement sa déposition et promet d'enquêter, mais sans savoir qui il est et où il vit, ils ne peuvent rien faire. Et suite à ça, complètement épuisée par les événements, Sophie prend quelques jours de congé, incapable de se débarrasser de la peur qu'il soit toujours là, à regarder et à l'attendre. Mais ces mésaventures ne s'arrêtent pas là. Parce que quelques jours plus tard, elle reçoit un certain colis chez elle. Il n'y a pas d'adresse de retour, juste une boîte joliment emballée avec une note attachée. Les mains tremblantes, Sophie ouvre le paquet. À l'intérieur, elle trouve une petite maison de poupée en bois finement sculptée, comme celle qu'il avait achetée pour sa nièce, avec une note « Je te reverrai ». En pleurs tellement sa peur est grande, elle alerte encore la police qui intensifie ses efforts, mais l'homme a disparu sans laisser aucune trace. Craignant tellement jusqu'où il était capable d'aller, Sophie n'en peut plus et finit carrément par déménager dans une autre ville, change de boulot et essaye de se reconstruire sa vie. On est d'accord, c'est quand même assez fou d'en arriver jusque-là, même si en soi c'est vrai qu'on ne sait pas ce dont il était capable. Mais chaque fois qu'elle passe devant un magasin de jouets, elle reçoit un frisson glacé et elle regarde par-dessus son épaule, se demandant s'il est toujours là, attendant le bon moment pour la retrouver. Aujourd'hui, les années sont passées, mais elle ne peut toujours pas oublier ce sourire. Un sourire qui d'ailleurs semblait si amical au début, mais qui cachait quelque chose de sombre et tordu. L'expression de l'homme qui pendant des semaines a transformé sa vie en cauchemar et l'a rendu définitivement parano. Ok, la meilleure des commus, c'est bon, vous voici au bout de ces récits. Comme on vous l'a dit en intro, ce sont des histoires dingues, on a du mal à croire que ça a vraiment pu arriver, mais c'est bien le cas. Notamment la deuxième histoire où franchement il y a eu certaines violences qu'on retrouve rarement dans les threads d'horreur classiques. Ouais, on dirait carrément un film. La première histoire est assez ouf avec l'urbex qui tourne mal et la dernière avec le stalker de l'extrême là. Bref, on attend sincèrement vos retours en commentaire, on veut vraiment savoir ce que vous en pensez, vous qui êtes des experts. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le liker, ça prend vraiment une seconde et pour nous c'est crucial, comme ça Monsieur YouTube va un peu nous mettre en avant. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur les réseaux, on est très actifs donc c'est le moment. Il se passe énormément de choses trop cool en tout cas dans nos vies, donc c'est vraiment le moment de suivre tout ça. Merci pour votre soutien, on est là grâce à vous, c'était Kratos et Joe et on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Goodbye, c'est une fin de tournage.